Bonjour les fans de Bond. Ah là 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 là, que je suis partagé. Aujourd'hui, je vous propose la critique du dernier film interprété par Daniel Craig dans la peau de 007. Il s'agit de Mourir peut attendre. Il s'agit bien évidemment de ma critique à froid après le revisionnage de ce film grâce au Blu-ray. J'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet, mais là vous allez avoir la critique dite classique de la chaîne avec la partie fiche technique, la partie pitch, et on se retrouve donc dans la partie critique. L'année du film. C'est compliqué de donner une année à ce film. Merci le Covid. Le film était terminé en 2020, mais sorti en 2021. Durée du film, 2h43. C'est donc le plus long de la saga. La réalisation a été confiée à Kari Joji Fukunaga. Notre James Bond, il s'agit du dernier film de Daniel Craig qui fera en tout donc 5 films. La James Bond Girl, eh bien on retrouve Léa Seydoux pour une deuxième fois dans cette saga. Le méchant de l'opus, Safin, interprété par Rami Malek. Le budget du film, 250 millions de dollars, c'est sensiblement constant depuis Skyfall. Quant à la recette de ce film, alors à ce jour, c'est-à-dire le 4 mars 2022, c'est un énorme succès, puisque Mourir peut attendre a déjà rapporté 775 millions de dollars. C'est certes moins bien que Spectre, mais il faut resituer les chiffres dans le contexte. Pandémie, voire post-pandémie, ce sont donc d'excellents résultats. Il y a plein d'autres films qui se sont cassés la figure, comme par exemple Matrix 4, celui-ci a totalement fonctionné. Alors que James coule des jours heureux avec Madeleine, le passé de nos deux amoureux refait surface. C'est la fois de trop pour notre 007 qui décide de tout plaquer et de prendre sa retraite. Oui, sauf qu'il va se trouver impliqué, bien malgré lui, dans une affaire extrêmement grave. Je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais cette critique est 100% spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, allez voir le film et revenez dans cette vidéo après. Bon, eh bien, allons-y. Oui, mais par où je vais commencer? Je me lance et je vais commencer par ce qui, selon moi, marche bien dans ce film. À ce deuxième visionnage, je trouve que la réalisation est plutôt réussie. Il y a des efforts, on voit des plans intéressants, il y a des moments bien sentis. On retrouve d'ailleurs une séquence que j'adore dans les films, un long plan séquence de combat tel que l'on a pu le voir dans le film Atomic Blonde. La partie en Italie est plutôt inspirée, la scène d'action à Matera est tout simplement excellente. La scène en Norvège est aussi bien inspirée, l'ambiance brumeuse est parfaitement utilisée pour donner un suspense à cette séquence. Alors selon moi, on n'est pas au niveau de Skyfall qui était en termes de réalisation de photos le top du top, mais quand même ce film est plutôt bon à ce niveau-là, il faut le reconnaître. Ensuite, une fois n'est pas coutume, parlons musique. Hans Zimmer, je trouve, a fait du bon travail. Je l'avais déjà dit dans ma critique à chaud, mais là, je le confirme, la musique est quasi parfaite, elle permet d'accentuer la dramaturge du film. Bon, un petit bémol, mais Hans Zimmer n'y est pas pour grand-chose, la chanson du générique. Je suis littéralement partagé, je pense sincèrement qu'on va vite oublier que Billie Eilish a composé et interprété une chanson d'un James Bond. Je vais maintenant m'attarder sur un point sensible, le scénario. Vous le savez si vous avez déjà vu d'autres critiques de la chaîne, c'est un point ô combien sensible sur lequel je suis très attentif. Et mine de rien, sur le papier, on n'a pas de quoi s'ennuyer dans ce film. On plonge dans le passé de Madeleine. Bond prend sa retraite. Felix Leiter meurt. On découvre que Q est homosexuel. Et d'ailleurs, on s'en fout un peu. Qu'est-ce que ça vient faire dans le long métrage? James Bond devient papa. Blofeld meurt. Une femme devient 007. Et enfin, cerise on the cake, enfin bon, on va en reparler de ça, James Bond meurt. Franchement, ça fait pas un peu beaucoup pour un seul et même film? Selon moi, on est en train de tomber
dans la surenchère totale. Comment voulez-vous traiter tous ces sujets correctement? Un petit exemple. Bond prend sa retraite après sa pseudo-trahison par Madeleine. Et pourquoi? Connaissant le personnage, on aurait pu se dire qu'il allait se remettre au contraire à fond dans le boulot. Mais non, on découvre qu'il a rendu son matricule et mis au placard son job d'espion. Étrange, non? Et surtout, pas une explication. Et là, c'est un gros problème de ce film. Je pense sincèrement que ce film aurait pu faire l'objet de 2 films. Avec toutes les idées qu'il y a dans Mourir peut attendre, il y avait largement de quoi alimenter ces 2 longs métrages. On va pas se mentir, le fait d'avoir tous ces trucs qui se passent dans ce film, eh bien finalement les 2h43, on les voit pas trop passer, on ne s'ennuie pas trop dans ce 25e James Bond. Alors c'est vrai que la critique que je peux faire se retourne comme un petit peu un avantage dans ce film. Mais il y a des trucs qui ne vont pas dans l'écriture de ce long métrage. Je sais pas vous, mais moi j'ai comme un petit goût d'inachevé quand je vois Mourir peut attendre. Et quand j'ai revu ce film pour la seconde fois, je me suis dit que le problème n'est peut-être pas tant l'histoire, mais plutôt les personnages et l'écriture de ces personnages. On commence par notre héros, notre James Bond. Mine de rien, si on refait le film en résumé rapide, le gars est trahi, prend sa retraite, perd son meilleur pote, découvre qu'il a une fille, et enfin se sacrifie. Alors c'est sûr, c'est banco pour un acteur de jouer tout ça dans un même long métrage. Mais notre héros que l'on suit depuis 24 films est littéralement passé à la moulinette dans un seul film, dans ce film. Ce qui donne, selon moi, un personnage totalement déséquilibré. Et la démonstration que j'ai envie de vous faire par cette critique, c'est de vous dire que ce film, finalement, il est trop généreux. Parlons ensuite de Madeleine. Léa Seydoux est souvent critiquée pour son jeu d'actrice. Moi, je trouve qu'elle fait globalement le job. Mais un truc ne va pas là aussi. En y réfléchissant, je me suis dit, est-ce que le problème, c'est vraiment Léa Seydoux? Parce que regardez bien les scènes dans Spectre ou les scènes dans Mourir peut attendre, quand elle est seule ou quand elle joue la réplique avec quelqu'un d'autre que Daniel Craig, je trouve qu'elle est plutôt excellente. Moi, je pense qu'en fait, le problème de Léa Seydoux, c'est l'alchimie qu'elle a ou qu'elle n'a pas justement avec Daniel Craig. Ce couple n'arrive pas, après 2 longs métrages, à me convaincre. Daniel Craig et Eva Green jouaient un couple, mais parfait. On y croyait dans Casino Royale. Et là, force est de constater que la mayonnaise ne prend pas entre ces 2 acteurs. J'ai donc du mal à ressentir les sentiments que traverse notre couple. Pour résumer avec ces 2-là, ils sont excellents quand ils ne jouent pas ensemble. Et puis, tant qu'on parle de Madeleine, il y a un truc qui ne matche pas non plus, ce sont les soi-disant grosses révélations sur son passé. Quand Blofeld dit à James « Oh, quand tu apprendras le passé de Madeleine, tu seras littéralement broyé ». Mais de quoi il parle en fait, Blofeld? Du fait qu'un mec a tué sa mère et que ce mec est le pire méchant qui soit? Ou alors son secret c'est qu'elle a un enfant de James et ça va littéralement le broyer? Mais de quoi il nous parle? C'est quoi l'extraordinaire truc qui va littéralement foudroyer James Bond? En quoi c'est si incroyable? Et là, eh bien pour moi, tout ça, ça fait littéralement flop. Et je continue sur les personnages qui sont pour moi le point faible de ce film. Parlons, pendant que j'y suis, de Blofeld. Pour moi, le retour de Blofeld dans la saga James Bond est un pur échec. Là aussi, on fait monter la mayonnaise à l'aide de musique, à l'aide de séquences qui durent et qui durent, pour au final avoir un Blofeld qui meurt comme ça, comme si de rien n'était. Il faut aussi remettre en contexte l'aberration de la situation. Le gars, il est dans une prison de très haute sécurité. Mais c'est pas grave. Il arrive à se connecter à 10 000 bornes de là pour une soirée où est James Bond, afin de le tuer. Le plan de Blofeld échoue. Il est le seul survivant de son organisation. Il sait que Madeleine et Safin sont connectés entre eux. Et à aucun moment, le mec qui est le plus grand criminel du monde arrive à se douter que Safin
va utiliser Madeleine, voire James Bond, pour l'atteindre. Pour moi, c'est franchement mal écrit, c'est trop facile. Ce scénario me laisse souvent à penser que les auteurs ont eu des commandes. Il faut remettre Blofeld, il faut remettre Madeleine. Et du coup, les auteurs se sont démerdés comme ils ont pu pour bâtir une histoire à peu près viable. Et enfin, parlons de Safin, parlons de Rami Malek. On a ici un excellent exemple qu'on ne peut pas avoir un bon James Bond sans un bon méchant. Je dois bien reconnaître que Rami Malek, ou plutôt Safin, est excellent quand on ne voit pas son visage ou quand on ne le voit pas tout court. Dans ces scènes-là, il inspire la peur. Mais ça s'arrête là. Le personnage de Safin est totalement sabordé par sa vengeance envers Madeleine, envers la mort de ses parents, causée par le père de Madeleine. Et là aussi, on nous rejoue Spectre. Spectre qui était aussi gangréné par le fait que le méchant voulait absolument se venger, quitte à foutre en l'air son organisation. Et bien là, Safin, c'est pareil. Il est totalement omnibulé par sa vengeance, quitte à foutre en l'air son plan machiavélique et qui va lui rapporter un max de blé. Non, pour moi, ça ne prend pas. Je sais que nous, êtres humains, on peut avoir des comportements complexes. Mais l'intérêt de ces films, c'est d'avoir une dualité qui soit égale. L'obsession de vengeance qu'ont ces antagonistes que sont Blofeld ou Safin rendent totalement inégal le combat avec James Bond. Il y avait du potentiel dans cette idée, pourquoi pas, puisque James, du coup, comme il a une fille, lui aussi, il est tiraillé par deux sentiments. Accomplir sa mission et puis sauvegarder son enfant et sa femme. Le problème aussi, c'est que James Bond, pendant une vingtaine de films, en tout cas pour un vieux fan comme moi, ne m'a pas habitué à ça et je ne veux pas finalement de ça dans la saga James Bond. Moi, je veux une vraie dualité. Des gars qui sont totalement investis de leur mission. Et à côté, la famille ou quelque vengeance que ce soit passe après. Alors, paradoxalement, on ne passe pas un mauvais moment dans ce film. Je l'ai dit, les 2h43 passent plutôt rapidement. On a des moments forts, comme les scènes d'action ou certaines scènes amusantes, comme avec Q ou avec Miss Moneypenny, qui nous permettent de nous faire oublier les faiblesses du scénario et de l'écriture des personnages. La séquence en Italie est de bonne facture. Le personnage de Ana de Armas est tout simplement pétillant, sublime et plein de fraîcheur. D'ailleurs, toutes les scènes que je vous cite là sont dans la première partie du film. Et il faut bien reconnaître que la première partie du film offre un excellent James Bond. Et c'est là que je me dis qu'on aurait pu faire deux films. Un premier film plutôt classique, plutôt James Bond classique avec pas mal d'action et avec un bon méchant qui se serait terminé à la mort de Leiter. Et de toute façon, on voit bien que c'est quand Madeleine revient et Blofeld que le film part en cacahuète. Et là, on a une deuxième partie de film beaucoup moins intéressante, déséquilibrée à souhait, et c'est dommage, puisqu'ils auraient pu travailler cette deuxième partie pour nous proposer un autre film, peut-être un peu plus sombre, dès le départ jusqu'à la fin, et comme ça, on n'aurait pas eu cette espèce de déséquilibre total entre la première partie et la deuxième. Je ne peux pas vous donner ma note avant de vous parler du climax de ce film, la mort de James Bond. J'en ai déjà fait une vidéo particulière. J'en reparlerai en détail dans ma prochaine vidéo sur l'avenir de la saga. Mais pour moi, c'est encore une bonne idée mal aboutie dans ce scénario. Cette mort est pour moi trop facile. Et plus inquiétant, c'est que finalement, on ne donne aucune porte de sortie à ce James Bond-là. Je m'étalerai sur le sujet dans ma prochaine vidéo et je vous dirai en quoi je suis très en colère après en particulier les producteurs de la saga. Mais il faut que vous ayez en tête que cette fin joue énormément sur la note que je vais donner à Mourir peut attendre. Sur Allociné, on peut voir que les personnes ont plutôt apprécié ce film. Parce que mine de rien, ce film a une note de 3,7 sur 5. Ça en fait l'un des films préférés des internautes d'Allociné. Je pense que tous ces gens-là considèrent que Daniel Craig est mort, mais James Bond est encore vivant. Pour ma part, je vais donner une note pas catastrophique de 3,4 sur 5. Je le mets donc juste derrière Spectre, et ça, c'est certainement à cause de la fin de ce film. Et maintenant, on attend
la nomination du remplaçant de Daniel Craig. Alors en attendant, rejoignez-moi dans d'autres vidéos qui parlent de ce film, qui parlent de Mourir peut attendre, parce que ce film n'a pas fini de nous faire parler.